Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la dernière vidéo de ce une vidéo par jour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, depuis le 4 janvier 2026, il y a une vidéo par jour qui est sortie sur ma chaîne. Je vous l'ai dit en vlog normalement, mais je vous le redis ici, il n'y aura pas de vidéo demain du coup, et il n'y aura pas de vidéo mardi non plus. Les vidéos avec le rythme classique reprendront soit jeudi avec un vlog, soit dimanche avec une vidéo normale, et donc après ça sera comme d'habitude une vidéo le dimanche, une vidéo le mardi et un vlog le jeudi sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et je pense à la durée de la vidéo, on est sur une longue palle de février. Si vous me suiviez l'année dernière, j'avais mis 28 livres dans ma palle de février l'année dernière pour lire 28 livres en 28 jours, et j'avais réussi alors même que j'ai déménagé en février de l'année dernière. Là ça va faire un an qu'on est dans la maison du coup, et donc je me suis dit que j'allais refaire pareil parce que j'avais adoré ce principe là, parce que j'ai beaucoup de sagas jeunesse avec des petits livres à avancer voire à terminer du coup, et que ça me permet d'en découvrir des nouvelles, hein. J'ai acheté des livres pour l'occasion évidemment en février également, comme l'année dernière, l'année d'avant, peut-être même celle d'encore avant, je ne sais plus. Je fais un challenge de no buy, donc je n'achète aucun livre en février. Je sais pas pourquoi je continue à le faire, mais écoutez, j'aime bien et je le tiens pour l'instant chaque année, donc je vais retenter le coup cette année. Il y a juste un petit twist par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que je me suis dit, en vrai j'ai réussi à lire 28 livres en 27 jours, même l'année dernière, alors que j'ai déménagé, les cartons, le trajet, le week-end du déménagement, etc. etc. Et alors que, je le rappelle, YouTube c'est pas mon métier, les réseaux sociaux c'est pas du tout mon métier, je ne gagne rien avec ça, donc j'ai un travail à côté, j'ai un 7h30, 16h30 tous les jours, tu vois, je vais travailler tous les jours, enfin, bref. Et donc malgré tout ça, l'année dernière j'ai réussi à lire un livre par jour en février, donc je me suis dit cette année je vais un petit peu corser le truc, aller un petit peu au step d'au-dessus, et je vais mettre beaucoup de livres jeunesse, beaucoup de petits livres, mais je vais aussi mettre des livres plus gros, des livres adultes, des livres young adultes qui font 300, 400, 500, 600 pages. J'ai pas mis 50 livres de 600 pages, mais il y en a quand même, et du coup je vais vous les montrer dans l'ordre du plus petit au plus grand. Voilà, je me suis amusée à trier les livres en fonction de leur nombre de pages, et je vais vous les montrer. Du coup j'ai 4 piles devant moi: la pile des livres qui font moins de 100 pages, la pile des livres qui font entre 100 et 150 pages, la pile des livres qui font entre 150 et 200 pages, et la pile des livres qui font plus de 200 pages, et on y va, c'est parti. Dans la première pile, j'ai 6 livres donc qui font moins de 100 pages. D'abord j'ai Hôtel des Frissons, le tome 4, L'étrange visite de Vincent Villeminot. On est sur 13 pages de mémoire, c'est ça. Et j'ai aussi mis le tome 5, parce que pourquoi pas. Donc il y a un os qui fait de mémoire 74 pages, un truc comme ça. Ça, il fait 74 pages, 75 si on compte la dernière page qui est une illustration. Dans cette saga, on suit deux jeunes enfants qui sont dans un hôtel. En fait, ils vivent dans cet hôtel parce que leurs parents sont respectivement les propriétaires de l'hôtel et les cuisiniers de l'hôtel. Et donc voilà, on suit leur pérégrination, leur vagabondage dans les divers étages de l'hôtel. Ils découvrent ça s'appelle l'hôtel des frissons, donc c'est un hôtel particulier, il n'y a pas juste des humains normaux qui vont là-bas, il se passe un petit peu des délires là-dedans. J'ai eu du mal avec le tome 1, mais j'ai beaucoup aimé les tomes 2 et 3. Vous m'avez vu lire le tome 3 début janvier, je vous en ai pas encore parlé en update. Je vous parlerai des 3 tomes en même temps, du coup les tomes 3, 4 et 5 dans un seul, et même en update, ça sera bien plus simple. Le livre suivant, c'est Récifs en danger, le tome 1 de Nadine de Bertoli et Céline de Rugnancourt, et il fait 88 pages. J'adore cette collection, c'est chez Gulfstream. Voilà, c'est en fait tous les dos sont comme ça, ils ont une couleur principale ici et une autre couleur sur le bout là, et donc c'est la collection premier roman 7 ans et plus. C'est dans cette collection là qu'il y a les enquêtes de l'inspecteur 00 et une autre saga que j'ai lue mais je ne me rappelle plus, peut-être les enquêtes potagères de Loulou. Et donc ici on est sur un truc qui se passe avec des poissons, genre ça c'est les personnages qu'on va suivre. C'est clairement pas destiné à moi et à mon âge, et voilà, mais j'adore. J'adore ce genre de petits livres, je peux pas m'en empêcher. Donc en fait c'est le club des nageoires et des carapaces extraordinaires, tome 1, Récifs en danger, donc c'est abrégé par le club NCE. Voilà.
Donc je pense que c'est pareil comme dans les enquêtes potagères et les enquêtes de l'inspecteur 00. Peut-être qu'il y a une histoire d'enquête, une histoire de recherche, franchement j'adore. C'est écrit quand même assez gros, je pense que vous l'avez vu. Et je connais pas les autrices ici, mais j'aime beaucoup cette collection, donc je me suis dit let's go. Le livre suivant fait aussi 88 pages et c'est La vie de château, le tome 6. Retour à Paris de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Hlimi. Elena Messaga à finir en 2026, il me reste que ce tome là à lire et j'aurai fini, donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite, surtout que je vais commencer pas mal de sagas sur ce mois de février, donc voilà. Ici c'est écrit un peu moins gros que dans celui d'avant, mais c'est plus illustré, j'ai l'impression. Voilà, et j'aime beaucoup le fait que la couverture s'étale tout le long du livre et sur les rabats inclus. À chaque fois j'essaie de vous montrer et à chaque fois je galère. Vous voyez, on a vraiment la couverture qui s'étale comme ça. Je trouve ça hyper cool. Bref, et donc ici on suit Violette, une petite fille qui au début du tome 1 perd ses deux parents dans un attentat à Paris. Ses parents sont allés à un concert, il y a eu un attentat et ils sont tous les deux décédés. Et donc Violette se retrouve orpheline et livrée à elle-même. On va la suivre dans son deuil, ce qui se passe pour elle, à quel point sa vie est chamboulée alors qu'elle a rien demandé à personne. Et le titre du tome 1 c'est Violette et Régis. Régis est dans son oncle et qu'on voit ici sur la couverture, et donc c'est lui qui va accepter de s'occuper de Violette, de l'élever et de l'éduquer parce qu'elle a plus de parents et qu'elle est filique. Voilà. Le livre suivant, je sais pas trop à quel point c'est une histoire ou un livre, un petit livre comme ça, mais dès qu'il y a sorcière dans le titre, je peux pas m'en empêcher, donc j'ai pris Comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Desplat-Duc et ça fait 94 pages. Voilà, je sais, en fait, je partageais entre est-ce que c'est un guide ou est-ce qu'il y a une histoire. En feuilletant, j'ai vu qu'il y avait des dialogues, donc je me dis que ça veut dire qu'il y a une histoire quand même. Et je me dis, je vais tout simplement lire ce qui est marqué derrière, ça me dira si c'est un résumé ou pas, et ça a l'air d'être le résumé d'une histoire, donc écoutez, non mais j'y pense que maintenant. Voilà. Cybèle n'est pas une petite sorcière ordinaire, elle est belle, gentille et n'a aucun pouvoir maléfique. Alors comment faire pour devenir une vraie sorcière et faire plaisir à sa mère, la célèbre Forky-Pic, avec de bons amis et un peu d'astuce, rien n'est impossible. Donc c'est un mix entre un guide pour devenir une sorcière et l'histoire d'une sorcière. Ça a l'air cool. C'est illustré mais pas énormément. Et la mise en page me rappelle le premier livre d'Estelle Faye que j'ai lu. C'est ça, c'est Scrinéo, je pense que c'est la même collection. Avec les encadrés autour du texte, je trouve ça très cool. Et on a des petits dessins comme ça aux en-têtes de chapitres. Et on en a des grandes illustrations. Voilà, comme ça. Bref, une histoire de sorcière, moi c'est... Non mais c'est mon truc, écoutez, voilà. Et le dernier livre qui fait moins de 100 pages, il en fait donc 95 et ça s'appelle Les Cousins Holmes, le tome 1, je suppose, La bague royale de Nathalie Somers. Je pense pas qu'il serait si court, mais alors j'ai vu des trucs autour de Sherlock Holmes, j'adore les histoires d'enfants qui enquêtent, je trouve ça absolument génial. Je m'attendais pas à un livre aussi court que ça. Et en vrai il a pas l'air si court parce qu'à la fin il y a beaucoup de pages blanches et qui ne sont pas du coup, et des pages avec des trucs décrits, mais qui ne sont pas l'histoire en elle-même. Vous voyez, donc, genre tout ça là, c'est pas l'histoire. L'histoire est finie et il y a tout ça en plus. Donc voilà, et on a un marque-page qu'on peut découper. Je pense que je le découperai. Je sais pas si vous voyez, mais là, entre les deux, il y a il y a des pointillés pour le découper et l'avoir en marque-page. C'est bien, mais le problème du coup pour moi, c'est que le marque-page fait vraiment pile poil la taille du livre et j'aime pas. Je préfère quand le marque-page est plus petit. Mais si j'aime bien l'histoire, je pense que je le découperai pour le garder et m'en servir en marque-page dans d'autres livres. Et ici, a priori, on va suivre deux jeunes gens qui mènent des enquêtes. Je m'appelle Honorius Howard Horatio Holmes et jusqu'à récemment j'étais un voleur. Mais le meilleur de la capitale, je vous prie. J'aurais pu continuer longtemps cette dangereuse carrière si ma géniale petite sœur Marie ne m'avait pas suggéré de changer de voie. Marie ayant toujours raison, ou presque, l'agence de détective Holmes a vu le jour. Ah, du coup on est sur la famille Holmes, mais pas
directement Sherlock. Je sais pas quel est leur lien avec Sherlock, je sais même pas s'ils ont un lien avec Sherlock, mais je vois mal comment tu peux appeler tes personnages Holmes, donner ce titre à la saga, sans... en faisant comme si tu connaissais pas Sherlock Holmes, tu vois, enfin c'est lunaire pour moi, tu peux pas faire ça. Bref, en tout cas, je verrai bien. On passe aux livres qui font plus de 100 pages et on retourne du côté des sorcières avec La sorcière des marais de Karine Guiton qui fait 106 pages. Lui, ça fait un peu plus longtemps que je l'avais dans ma palle, je l'avais acheté pour le pumpkin et puis j'ai pas réussi à le caler. Du coup, il est là. Pardon, en fait derrière il y a encore les traces de colle de l'étiquette, je déteste quand ça fait ça. Mais bref, voilà. Zoé est en panique, Tex, son chat adoré, a disparu. La petite fille placarde des avis de recherche dans tout le village, peine perdue car personne n'a vu l'animal. C'est le début d'une aventure au cœur des marais que la petite fille n'est pas prête d'oublier. J'ai sauté un paragraphe au milieu du résumé parce que je n'aime pas lire les résumés entiers, encore moins en jeunesse. Ici c'est pas illustré, on a juste des illustrations différentes à chaque en-tête du chapitre, mais c'est pas illustré à proprement parler dans l'histoire, je veux dire. Bref, voilà, une sorcière, un chat perdu, des pouvoirs, une balade au milieu des marais. Je suis pas très fan des marais, notamment des marais salants ou un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai eu l'occasion de faire ça quand j'étais ado avec mes parents et c'est la période de ma vie où j'étais l'ado bougon, l'ado ronchon, vous voyez, qui voulait pas faire les choses juste parce que mes parents voulaient le faire. Du coup, j'en garde des très mauvais souvenirs. Mais écoutez, bref. Le suivant, je l'ai acheté exprès et alors le titre, la couverture, la mise en page et tout, franchement ça m'attire trop. Donc c'est La boutique extraordinaire de Nicodème, tome 1, Le tombeau de Pharaon de Nathalie Sommers. Non mais le livre est absolument magnifique, c'est trop beau. Et donc ça fait 120 pages, franchement ça a l'air trop cool. Honnêtement j'avais même pas trop fait attention que ça se passait au temps des pharaons, etc. Mais je sais pas. Non mais ce genre de petits livres jeunesse, moi c'est trop mon truc. En hardback c'est encore mieux, cette année j'en ai pas en hardback, mais j'adore. Bref. Axel et Mina sont envoyés chez leur grand-oncle Nicodème suite à la mystérieuse disparition de leur mère. Le vieil homme grincheux et un peu loufoque tient une étrange boutique de jouets anciens. Et si la boutique de Nicodème cachait un secret de famille depuis longtemps oublié? J'ai lu que le premier chapitre, le premier paragraphe du résumé et la phrase d'accroche qu'il y a en bas. Je vous le remontre comme si je vous l'avais montré il y a 2 secondes, mais vraiment j'adore. Ici pareil, c'est pas illustré, on a une illustration différente à chaque des chapitres, mais dans l'histoire en elle-même, on n'en a pas. Et c'est écrit bien moins gros que dans d'autres livres jeunesse que j'ai pu vous montrer ou que je vais vous montrer par la suite, mais écoutez, une nouvelle saga que je vais commencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le suivant, je vous l'ai montré dans le book haul et évidemment qui se retrouve ici. Donc c'est Enquête à Morneville, le tome 1, Trafic au cimetière de Ellie Darko et ça fait 122 pages. Ici c'est édité chez Rajo, franchement, Trafic au cimetière. Non mais en fait, t'es qu'à sorcière, fantôme, cimetière dans un titre de saga jeunesse, moi je fonce tête baissée, je ne réfléchis même pas, vraiment. Morneville, son cimetière, le labyrinthe de ses allées sombres et cette vieille d'Halloween. Noah et son copain Louis gagnent de l'argent de poche en portant les fleurs sur les tombes. Quand ils découvrent qu'un homme a été agressé près du funérarium, ils décident d'agir, surveiller les lieux, pister les suspects et défier la police. Bon, j'avais pas spécialement fait gaffe que ça se passait précisément à Halloween, mais moi ça me dérange pas, hein, ça peut être Halloween toute l'année. Hein. Autant lire des livres de Noël en plein mois de février, ça me dérange. Autant lire des livres qui se passent à Halloween en plein mois de février, de mars, d'avril, de mai, ça me dérange pas, donc let's go. Le suivant c'est aussi une fin de saga comme la vie de château, donc c'est Esther et Mandragore, le tome 5, 10 petites sorcières de Sophie Dued et Marie-Pierre Audoux et il fait 132 pages. Pareil, je l'ai acheté récemment, je sais plus si je vais vous les montrer dans le book haul, je crois. En tout cas, elle est dans mes sagas à finir en 2026 et je suis très contente d'avoir un nouveau tome de la saga à lire parce que moi je pensais avoir fini la saga. Ici on a quelques illustrations comme ça et c'est édité chez Talent Haut ici. Voilà, franchement j'adore, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas marqué sorcière dans le titre de la saga, mais dans le titre du tome, oui. Et c'est un 5e tome, donc j'ai déjà lu les 4 premiers. Je sais qu'on suit Esther, la petite sorcière, et Mandragore, son chat, qui vont vivre, je pense, une nouvelle aventure ici. Regardez le dessin derrière, je le trouve magnifique.
magnifique. Non mais c'est trop beau. Vraiment, je vis pour ce genre de saga jeunesse. Vraiment. Le suivant, c'est le grand livre de l'horreur, le tome 1 dans le château de Dracula de N.M. Zimmerman. Je vous l'ai aussi montré dans le book haul et du coup il se retrouve ici. Ça fait 136 pages. C'est, je sais pas pourquoi, mais particulièrement pour la jeunesse, j'aime bien vous donner les maisons d'édition. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà. Et là pour le coup c'est illustré. Là pour le coup on est sur un livre où il est difficile de trouver une double page sans aucune illustration. Il y en a, hein, je dis pas, mais il n'y en a pas énormément non plus. Et voilà, à part qu'on va être... il me semble qu'on est sur un petit garçon qui va enquêter dans le château de Dracula. Non mais pourquoi pas. Avec Virgile, voyage au cœur de la plus grande histoire d'épouvante de tous les temps. Virgile est un véritable spécialiste des histoires d'horreur. Alors, quand une brocante lui offre un mystérieux ouvrage intitulé Le Grand Livre de l'Horreur, il est fou de joie. Mais à peine a-t-il commencé sa lecture qu'il se retrouve transporté dans le château le plus célèbre des vampires, celui du comte Dracula. Donc, effectivement, on va aller dans le château de Dracula, comme le titre l'indique. Je pense que pareil, hein, ça doit être une lecture parfaite pour Halloween, mais moi je peux pas attendre Halloween, donc je vais le lire maintenant. Le suivant, c'est une suite de saga que j'ai hâte de lire, alors que les 2 premiers tomes ne présageaient rien de bon pour moi, mais c'est Wonder Park tome 4 Ascaran de Fabrice Collin. Pareil, j'ai lu le tome 3 début janvier, je vous parlerai des tomes 3 et 4 du coup dans le même update. Et ici, on suit des enfants qui se baladent dans un espèce de parc d'attractions, mais qui devient un petit peu trop réel. Et je vous l'ai pas dit, ça fait je crois 136 pages. 138, pardon. 138 pages. Voilà. Et c'est illustré, c'est écrit quand même pas mal gros. On a des entêtes de chapitres un petit peu travaillées comme ça. Et des illustrations plus petites, des illustrations bien plus grandes. Comme ici, par exemple. Vous voyez. Et ouais, j'ai eu un peu mal avec les tomes 1, le tome 2, j'ai trouvé ça un petit peu... En fait, à la fin du tome 2, je me suis dit, il y a 6 tomes, je crois, dans la saga. Si les 6 tomes sont construits tous de la même manière, ça va être un peu trop répétitif, un peu trop le même schéma réellement à chaque fois, et je risque de me lasser, moi, adulte, évidemment. Et en fait, avec le tome 3... on a une... En gros, dans chaque tome, on a une espèce de mini-quête de fantasy. Et au cours du tome 3, on nous rajoute une quête globale qui va courir sur tous les tomes en même temps. Et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, on va continuer à suivre ces enfants qui se baladent de monde en monde dans cette espèce de parc d'attractions géant devenu beaucoup trop réaliste pour être ouvert au public. Enfin, franchement, l'univers est absolument génial. Donc j'ai hâte. Pour le suivant, on retourne avec les sorcières. Non mais quand je vous dis que j'adore les sorcières, j'adore les sorcières. Hein. Donc c'est les sorcières du Beffroi, le tome 1, Petit Boudin et Grande Greluche de Kate Saunders. Non mais regardez, ça a l'air absolument génial. Et c'est écrit un peu plus petit ici. C'est l'un de ceux qui est écrit le plus petit, je pense, et aussi l'un de ceux qui a le moins d'illustrations. Mais j'adore ce genre de livre jeunesse avec des sorcières... En fait, j'aime tout en jeunesse sur la sorcière. C'est-à-dire que j'aime autant suivre la sorcière vraiment très méchante, très terrifiante, avec son gros nez crochu, ses verrues, ses poils partout, etc., que la sorcière gentille, toute douce, toute mignonne et tout. J'aime tout en jeunesse, vraiment. Je trouve ça absolument génial. C'est marqué dès 10 ans, ça fait 141 pages. Franchement, c'est... Petit Boudin et Grande Greluche, les 2 sorcières rebelles, sont chassées de chez elles. Petit Boudin et Grande Greluche sont 2 sorcières de 150 ans, affreusement indisciplinées, mais cette fois, c'est la bêtise de trop. Les voilà renvoyées de chez elles, l'île aux sorcières. Il va falloir maintenant qu'elles vivent parmi les humains. Mais regardez la tronche des sorcières, s'il vous plaît. Ça a l'air trop cool. Le suivant, je suis un peu deg parce que du coup je l'ai acheté d'occasion et il a toutes les étiquettes des livres de bibliothèque que je ne peux pas enlever, mais c'est de nouveau les petites collections de Gulfstream, sauf que là c'est 8 ans et plus, donc un peu plus âgé que l'autre que je vous ai montré. Et donc c'est Charlotte et l'esprit du dragon de Dani Jury et Pauline Berdal. Voilà. Dragon dans le titre, c'est pareil, hein, ça marche comme les sorcières et les fantômes. Pour moi, et ici, ouais c'est ça, c'est un peu moins illustré que l'autre, puisque du coup c'est pour des enfants un petit peu plus grands.
Mais évidemment, on a quand même ce genre d'illustration. On en a des grandes, j'en ai vu passer une, c'est juste que je ne vais pas vous la montrer parce que ça va vous spoiler. Il n'y en a pas au début de très très grande, mais genre j'ai vu une illustration sur une double page, il n'y a que l'illustration. Vous voyez, et on a aussi ce genre de choses. Franchement, c'est très beau. Je sais pas qui est illustrateur, illustratrice ici, mais j'aime beaucoup. Et ça fait 147 pages. Alors, qu'est-ce que ça dit bonjour, moi c'est Charlotte, avec mes copains Max et Adam. On passe le week-end dans un endroit magique, la bambouseraie aux Cévennes. C'est là que vit ma cousine Nina, mais voilà qu'à peine arrivée, nous avons un mystère à résoudre. Les cochons noirs du parc ont disparu. Que s'est-il passé? C'est à peine la moitié du résumé comme d'hab, et je vois pas trop où est le rapport avec les dragons là-dedans, mais je verrai bien en le lisant. Le suivant, c'est Alice le risque, super exploratrice, le tome 3, Opération Moustache du désert, de Jennifer Bell et Alice Likens, illustré par Pauline Duhamel. J'ai lu le tome 2 début janvier, et en fait, j'ai tourné l'update lecture dans lequel je vous parle de ce tome 2 avant de me décider à remettre un petit livre jeunesse par jour, etc. pour le mois de février. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas attendu d'avoir lu le tome 3 pour vous en parler, mais bon, c'est pas très très grave. Ici c'est illustré, on a des changements de typographie un petit peu comme ça. C'est écrit quand même assez gros. Ça fait 148 pages et c'est illustré. Voilà, avec des grandes illustrations, parfois des plus petites. Voilà, des choses comme ça, vous voyez. C'est assez aéré à lire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 2. J'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 et à la fin il y a plein de pages où c'est prévu, tu peux noter des trucs toi si tu veux, lecteur, lectrice, je trouve ça cool, vraiment, et vraiment Alice le risque, moi je l'imagine vraiment avec son petit carnet de notes pour noter au fur et à mesure. Parfois elle te fait des comptes rendus de mission au cours de la mission et tout, elle prépare son rapport alors que c'est une enfant, hein, mais vraiment j'adore. Et donc ici, dans le tome 2 on était côté Antarctique, donc dans le froid, la glace, la neige, etc. Et ici on est clairement moussage du désert, donc on est clairement dans le désert aride, la chaleur, le soleil, tout ça. Ça réchauffera mon mois de février, écoutez, pourquoi pas. On passe aux livres qui font plus de 150 pages et celui-ci en fait 151 précisément. Et donc c'est Amandine Malabule, la sorcière ensorcelée de Jill Murphy. Donc ici c'est le tome 3, si je me trompe pas. Mais après c'est pas dramatique en soi si jamais j'inverse de tome, puisque c'est plutôt des tomes compagnons dans lesquels Amandine va avoir une nouvelle aventure qui nous est racontée. Dans chacun des tomes, c'est une saga clairement construite un petit peu à l'ancienne, vous voyez, où justement on n'a pas vraiment de cohérence à travers les tomes, encore que c'est assez souvent le cas en jeunesse quand même aujourd'hui je trouve. Mais voilà, ici c'est illustré en noir et blanc, et c'est un petit livre de nouveau sur une sorcière qui vit des aventures. On la suit à l'Académie supérieure. Voilà, cette nouvelle année à l'Académie supérieure de sorcellerie commence mal pour Amandine. Après avoir coiffé d'un seau d'eau la terrible mademoiselle Bâton Sec, elle s'attire les foudres d'Octavie, sa pire ennemie, qui ne tarde pas à se venger. Voilà, Amandine n'a jamais de chance, il lui arrive que des galères, que des catastrophes, et même quand c'est pas sa faute, c'est de sa faute. Voilà, c'est le genre d'héroïne qu'on retrouve très souvent en jeunesse et que j'aime beaucoup suivre, et en plus elle a des pouvoirs, elle vole sur un balai, enfin bref, c'est une sorcière. Le suivant fait aussi 151 pages, mais je pense que je vais mettre un peu plus de temps à le lire parce qu'il est beaucoup moins illustré. Donc ça s'appelle Les héritiers de Brizen, le tome 1, La malédiction du bois sombre, et c'est de David Braille. David Braille, c'est un nom qui me dit quelque chose en fantasy, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est illustré par Noémie Chevalier, et donc on a des entêtes de chapitres avec des arbres à chaque fois, et j'ai vu, on a quelques illustrations, c'est juste que trouver une double page avec que du texte, c'est pas difficile, il y en a quand même plusieurs, mais il y a effectivement des illustrations en noir et blanc comme ça. Par contre c'est écrit bien plus petit que dans Amandine Malabule, enfin bon, bref. Pareil, lui je l'ai acheté récemment, c'est chez Nathan. Ça fait un moment que je vous ai pas dit les éditeurs, écoutez, bref. Qu'est-ce que ça dit? Dans un royaume déserté par la magie, le courage, les rêves et l'amitié peuvent changer le monde. Au cœur du royaume de Fabula, 3 dragons figés dans la pierre surplombent le village d'Enguerrand, Grégoire et Aliénor.
La magie autrefois courante a disparu suite à une grande guerre. Il n'en reste plus que le bois d'ombre qu'on dit maudit et dont personne ne s'approche. À la recherche de sa petite sœur Aliénor, Enguerrand est pourtant obligé d'y pénétrer, accompagné de son meilleur ami Grégoire. Encore une fois, je n'ai pas lu tout le résumé. Je savais même pas que ça parlait de dragon, j'avais même pas fait gaffe, mais franchement, la couverture est trop belle. J'adore. Non, mais je suis trop fan. Du coup, j'ai hâte. Le suivant, c'est Mamie Polar, le tome 1, Ramdam au musée de Régis Delpech, et il fait 153 pages. Ici, je sais plus si c'est illustré. Non, ça n'a pas l'air du tout illustré. Et en plus, on est sur comment dire, un choix de caractère peu conventionnel. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on s'habitue quand même assez vite. De mémoire, ici, on est sur une grand-mère qui va enquêter sur une histoire au musée avec ses petits-enfants, voilà, et il y a déjà un autre tome au moins, si ce n'est deux. Donc, qu'est-ce que ça dit? Du jour au lendemain, Momo, le gentil SDF qui vit près de l'école de Camille et Lucas, a disparu. Pour le capitaine Duflair, il est simplement parti faire la manche dans une autre ville, mais pour Camille et Lucas, c'est sûr, il lui est arrivé un malheur. Mamie Jo n'a pas le choix, elle doit aider ses petits-enfants à retrouver leur ami. Et ben une thématique pareille dans un livre jeunesse, franchement c'est une première, mais je trouve ça cool, je trouve ça bien d'enseigner aux enfants de faire attention à tout le monde globalement, les gens que tu croises, les gens que tu vois, si un jour tu le vois plus, c'est te poser la question, au moins te poser la question, on peut en parler à quelqu'un, et ouais je sais pas, non mais vraiment je trouve ça... Je trouve que c'est une excellente idée, c'est une excellente thématique, vraiment. Et je vous ai pas montré, mais les entêtes de chapitres sont très très hautes sur la page. Voilà, je pense qu'on n'est pas sur le livre jeunesse qui va se lire le plus rapidement. Mais bon, ça fait quand même moins de 200 pages, donc je devrais y arriver. Le suivant, c'est un tome 2, et c'est aussi dans mes sagas à finir en 2026. Donc c'est L'étrange village de l'arbre poulpe, le tome 2, Pas folle la bestiole de Anne-Gaëlle Balp et Séverine Vidal. Voilà, lui il est grand, il est un peu moins illustré, c'est-à-dire qu'il n'est pas en poche, il est vraiment en grand format, c'est chez Rajo de nouveau. Pardon, on a été interrompu, je sais plus ce que je disais. Oui, en fait il y a deux histoires dedans, du coup je me dis peut-être en lire... Enfin bref, je sais pas, dans ma tête c'est un peu plus simple à lire, ça changerait en termes de nombre de pages. Et il fait 157 pages du coup. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'aime bien de manière générale les univers de Anne-Gaëlle Balp. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs, peut-être qu'entre temps elle a sorti une autre histoire avec des métiers du livre. Parce qu'il y a une histoire avec un libraire, avec une bibliothécaire et avec un écrivain. Je sais pas quel autre métier du livre elle aura pu choisir, mais je me dis peut-être qu'il y aura une autre histoire. Enfin bref, faut que je me renseigne si jamais j'ai loupé un Anne-Gaëlle Balp parce que j'aime bien et je vous conseille cette autrice. Et ici on est dans un village où il y a un arbre magique qui donne des pouvoirs aux familles qui vivent dans ce village là, et évidemment il y a des grands méchants qui veulent attaquer l'arbre, et donc nous on suit les gens qui défendent cet arbre magique. J'aime beaucoup. Avec le suivant on passe un step en nombre de pages puisqu'il fait 182 pages et c'est Harper, le tome 3, Harper et la forêt de la nuit de Série Burnell, illustré par Laura Helen Anderson. Pareil, on est sur une saga que je dois terminer en 2026 et sur une saga que vous m'avez vu lire dans le 10 jours 10 livres début janvier. J'étais pas sûre de mettre ce tome 3 dans ma palle de février et puis finalement je l'y ai mis. Voilà, c'est pas écrit très gros mais on a un interligne plus gros que dans certains des livres que je vous ai montrés. Et on a quand même quelques illustrations, évidemment. Il y a des très 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 grandes illustrations comme ça. Alors il n'y en a pas toutes les 3 pages, hein, des illustrations comme ça. On est plutôt sur ce genre de petites choses, vous voyez, mais ça aère les pages, ça aère la lecture. Et puis, de manière générale, rien que les interlignes, il y a beaucoup moins de texte sur la page que dans des romans young adulte ou adultes. Et j'aime beaucoup cette saga. Dans le tome 1, on découvre un petit peu l'univers un petit peu folklorique, féerique, avec toute une histoire dans les nuages, toute une histoire de pouvoir, de parapluie, de pluie, de magie, d'animaux, de musique. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses dans cet univers et je trouve ça vraiment vraiment cool. Et dans le tome 2, on en apprend plus sur la famille de notre héroïne, donc Harper, ses parents, où ils sont, parce qu'elle vit avec sa tante, etc. etc. Et donc ici, j'espère avoir vraiment le fin mot de toute cette histoire.
tout en vivant une nouvelle aventure avec Harper parce que j'aime beaucoup cette ambiance et cet univers. Le suivant c'est Panique à Gemellia de Betty Piccioli et il fait 186 pages. Je sais pas pourquoi le nom de l'autrice me dit quelque chose, peut-être qu'elle a écrit des contemporains adultes. Ici j'ai moins l'impression qu'on est dans un univers fantastique, féerique. On doit plutôt s'approcher du contemporain, en tout cas c'est comme ça que je le vois, et on n'a pas beaucoup d'illustrations. On en a certaines évidemment, mais on en a moins et on est sur un livre grand format qui me fout un et tout va bien. Et c'est la collection Étincelle. Je ne sais pas c'est quoi la maison d'édition parce que pareil j'ai une étiquette de bibliothèque qui cache. Ah, c'est Gulfstream. Collection Étincelle. Un duo d'apprentis détectives attachants formé d'un adolescent intrépide et d'une licorne blasée aux réparties délicieusement piquantes. Autant pour moi, on est clairement en fantastique. Au royaume de Gemellia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus redoutée. Yvan l'Orpalou, jeune garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort de son frère. Il mène l'enquête, toutes les enquêtes. Waouh, on part d'un constat quand même très triste. Perdre son jumeau, c'est quand même assez violent. Mais écoutez, pourquoi pas. Yvan va devoir jouer finement s'il veut démêler le vrai du faux. Donc on est quand même en fantastique avec l'histoire d'une corne. On est effectivement plutôt sur un enfant qui enquête, mais pas qui vit une quête de fantaisie ou de fantastique, vous voyez. Mais ouais, En fait, c'est marqué licorne, mais il est clairement sur un cheval là, il n'y a pas de corne, on est d'accord. Ou c'est moi qui... Bon, écoutez, bref, je verrai bien. Le suivant, j'ai trop hâte, il y a même moyen que je commence le mois avec celui-ci, c'est Fingus Malester, le tome 1, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais de Ariel Holz. Il fait 187 pages, c'est un tome 1 et j'ai vérifié, le tome 2 est disponible en français. Vraiment cimetière, cadavre frais, etc. Plus Ariel Holz, enfin franchement j'ai trop hâte. Regardez derrière, on voit carrément le cimetière, le corbeau et tout, enfin... C'est magnifique. Préparez votre soupe, trouvez 120 g de sève de mandragore, 80 g d'or des fous, mélangez-les dans un bocal à élixir, faites mijoter une journée à feu follet, répandez-la sur tout cadavre frais, il reviendra à la vie en quelques minutes. Donc ici on est sur des zombies. Et je viens de faire défiler les pages, il n'y a absolument aucune illustration là-dedans. Mais le 1er février, donc techniquement pour vous c'est demain, et c'est un dimanche, donc je peux lire ça un dimanche tranquillou, franchement ça... Ouais, tranquille. Écoutez, j'ai 45 ans, c'est pas vrai. Bref, j'ai trop hâte. On arrive presque à la fin puisque le dernier livre qui fait 200 pages en fait pas moins de 199. Oui, voilà. J'ai hésité parce que j'ai un peu de mal avec les très grands formats comme ça, mais finalement je me suis dit allons-y, let's go. Donc c'est Les Mystères de Dundoodle, le tome 2, Le Dentiste des Ténèbres de David O'Connell, illustré par Claire Powell. Il me semble que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, au mois de février, dans ce Un jour, un livre, pendant le mois, vous voyez. Donc je me dis pourquoi pas, en vrai, en grand format ou en poche, c'est la même histoire, c'est la même quantité de texte, que j'ai le même livre en poche, ça change, enfin, vous voyez, ça change pas grand chose en fait. Donc à un moment donné, voilà. C'est illustré, il y a principalement des grandes illustrations comme ça, et j'ai vu, les chapitres sont pas très longs. Donc, en fait, plus les chapitres sont courts et plus je lis un livre vite, approximativement. Du coup, j'essaie de plus en plus, au-delà du nombre de pages, de regarder la longueur des chapitres. Genre un livre de 500 pages avec des chapitres de 20 pages et un livre de 500 pages avec des chapitres de 3-4 pages, c'est pas la même du tout, vous voyez. Donc voilà, ici on est sur des chapitres courts. Dans le tome 1, on suivait Archie qui hérite de la chocolaterie de son grand-oncle qu'il ne connaissait même pas et qui doit résoudre des espèces de petites enquêtes, de petits mystères laissés par son grand-oncle pour réellement diriger la chocolaterie si on veut. Et là du coup il y a une histoire de dentiste, ouais c'est ça, de dentiste, c'est très chelou. Et je l'avais dit, il me semble, entre la chocolaterie et l'histoire du dentiste, je ne peux pas m'empêcher d'y voir des références à Roald Dahl et donc à Charlie et la chocolaterie. Mais voilà, et c'est drôle, derrière c'est marqué tome 3 apparaître en 2022. Voilà.
Et on passe à la dernière pile, c'est-à-dire les livres de plus de 200 pages et il ne me reste qu'un petit livre jeunesse à vous montrer qui fait 202 pages et c'est Petit Cousu tome 3, le fantôme de Grotte-Groin de Guy Basse. Pareil, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on est sur un livre jeunesse illustré, donc oui, il fait plus de 200 pages, mais il est très illustré et ça se lit quand même assez vite. En plus, les entêtes de chapitres sont toutes comme ça, c'est-à-dire qu'on a une page entière où il n'y a pas du tout de texte, vous voyez. Donc ça se lit quand même assez vite, ça fait des pages de gagné comme si c'était des illustrations, vous voyez. Et on a aussi des espèces de jeux de caractère un petit peu comme ça. Vous voyez, franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les tomes 1 et 2 qui sont d'ailleurs juste ici derrière. Et voilà, je ne me voyais pas ne pas mettre ce tome 3 dans cette page. Donc il fait plus de 200 pages, mais il est quand même là. Et donc là je viens de vous montrer 24 petits livres jeunesse qui font entre 80 et 200 pages globalement. Et donc il me reste 4 à vous montrer. Et je me suis dit, pour me challenger vraiment un peu plus, comme je vous disais au début de la vidéo il y a longtemps, je vais prendre des gros livres, enfin des livres classiques, pas des livres jeunesse, pas des livres illustrés, des livres qui font quand même plus de 300, plus de 400, voilà, beaucoup plus de pages, avec beaucoup plus de texte. Et en gros l'idée c'est sur les 4 semaines de février, lire un petit livre jeunesse par jour et du lundi au vendredi, genre avancer ces livres là pour les terminer le samedi ou le dimanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, j'ai rajouté 4 livres plutôt adultes. Le premier, vous l'avez vu hier dans la vidéo, puisque c'est La toute petite reine de Agnès Le Dig. En fait, j'avais préparé cette palle avant de sortir les livres pour le Book Haul Check-in, et je me suis rendu compte qu'il était dans le Book Haul Check-in. Du coup, je me suis dit, bah parfait, il est là depuis longtemps, je vais enfin le lire. Et il fait 349 pages, mais Agnès Le Dig a cette tendance d'écriture que j'adore, qui fait des chapitres très courts. Elle fait des chapitres de 2 à 4 pages, grand max, genre vraiment, donc ça se lit quand même bien, quand même vite. Et en vrai j'ai hâte. Et aussi j'ai choisi 4 livres de 4 genres différents, donc ici c'est le contemporain. Pour le thriller policier, je me suis tournée vers Le Cercle de Sang, qui est un tome 1 de Michel Gagnon et qui fait 375 pages. Voilà, une première enquête de l'inspecteur Kelly Jones. J'ai choisi celui-ci parce que j'ai acheté le tome 2 il y a très longtemps, mais je ne peux pas lire le tome 2 puisque j'avais pas lu le tome 1. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, et en vrai les thrillers, si c'est très bien écrit et que t'es pris dedans, en 3 jours ça peut être lu parce que t'es à fond dedans et que tu peux pas le lâcher, tu vois. Et aussi, La Petite Reine c'est pas le cas, mais celui-ci c'est le cas. Si vraiment je suis à fond dedans, pardon, et que je veux l'emmener pour le lire à ma pause du midi au boulot, bah je peux parce que c'est un petit format facile à transporter. En plus le dos est déjà complètement défoncé puisque je l'ai trouvé... je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai pris dans une boîte à lire celui-là, mais en tout cas, voilà, il est clairement d'occasion et il a été même... En fait, je sais pas s'il y avait des choses décrites ou s'il était déchiré, mais à l'intérieur on a collé des étiquettes, vous voyez, pour un petit peu renforcer le... Je sais pas, c'est très bizarre. Écoutez, ça sera mon thriller pour février. On passe les 400 pages avec le prochain puisqu'il fait 428 pages et je me suis dit j'en ai plein dans ma palle qui traîne depuis plus ou moins longtemps, ça serait quand même bien de enfin lire un young adult romantasy, fantasy, je sais pas trop. Donc j'ai choisi celui-ci, Le Roi au cœur de pierre de Misa Miliko. Je l'ai pris principalement parce que c'était un one shot. Donc je me suis dit ça m'évitera de commencer une nouvelle saga, je vais en commencer déjà pas mal avec les sagas jeunesse. Le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, se flétrissent et pourrissent, tel un fruit rongé par les vers. À tout juste 20 ans, Logan de Rosépine accède au trône des terres de la clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgan, je ne sais pas, accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Rosépines. Lilith devra affronter la colère du souverain. Il reste encore un petit paragraphe que je ne lis pas pour le résumer, mais voilà, on est clairement en romantasy, je pense, mais en vrai, j'ai décidé de donner une vraie chance à la romantasy et de ne plus me dire que ce n'était pas pour moi, alors même que j'ai adoré certaines romantasy. Donc, en février, on va y aller. Le dernier fait plus de 600 pages, puisqu'il fait précisément 601
page, mais c'est une romance, donc je me suis dit que ça se limite une romance pareil que le thriller si vraiment je suis à fond dedans. Et surtout, vu la thématique, je me vois mal lire ça au printemps ou en été, tu vois. Donc je me suis dit, autant le caler dans la palle de février, sinon il risque de traîner encore un an dans ma palle. Et donc c'est Icebreaker, donc Maple Hills tome 1, Icebreaker de Hannah Grace. Je pense pas qu'on soit tant en hiver que ça, mais on est avec une patineuse artistique et un joueur de hockey sur glace. Donc la glace, tout ça, tout ça. Évidemment, j'en ai principalement entendu parler sur la chaîne de Nina Quill. Et je m'attendais pas à un aussi gros bébé. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance. Et en vrai, j'aime beaucoup tout ce qui est film et thématique patinage artistique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Patineuse artistique star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne autour que de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Je suppose qu'il y a quelque chose qui va venir chambouler le planning de nos deux personnages principaux, qui vont en plus se rencontrer, devoir partager la patinoire, ou un délire comme ça. On verra bien, mais en tout cas, j'ai hâte. Je suis venue à bout de cette présentation de la palle de février. J'allais dire je suis venue à bout de la palle. Non, je vous l'ai montré, mais j'ai pas encore tout lu, loin de là, à l'heure où je la filme bien évidemment. Le plus difficile pour moi, ça va être de vraiment finir mon dernier livre de janvier le 31 janvier, donc aujourd'hui pour vous, pour pouvoir réellement commencer cette palle demain. Tu vois, faut vraiment que je cale ça parce que je veux vraiment à tout prix commencer pile poil le 1er février. Si je commence à attendre le 2 ou le 3 pour les commencer, je vais pas tout lire, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un bon challenge pour février. Un peu plus compliqué je pense que celui de l'année dernière. Mais j'ai envie et en vrai j'ai hâte. Et je fais pas de challenge organisé par quelqu'un d'autre sur février. C'est vraiment juste mon challenge à moi perso. Je pense qu'en mars ou en avril je ferai un autre challenge. Le Flower Bowl Challenge ou je sais pas si c'est en mai, enfin bref, je pense que je ferai d'autres challenges pour le printemps, etc. Mais là, février, c'est vraiment juste moi face à ma palle et à mes envies. Donc j'ai hâte, j'en ai fini avec cette dernière vidéo de une vidéo par jour. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que toutes les vidéos vous ont plu. Si vous n'avez pas regardé, évidemment, vous pouvez les rattraper encore. Moi, je me suis éclatée à faire ça, je pensais pas le réussir entre guillemets aussi facilement. Après à l'heure où je vous parle, je filme la dernière vidéo mais je suis loin d'avoir tout fini de monter, de mettre en ligne, de préparer, etc. Il me reste encore pas mal de choses à faire là-dessus. Mais je suis contente d'en être venue à bout, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo par jour. Ce format-là est plus facile que le format où je fais un vlog un jour sur deux. Mais quand même, c'est quand même du boulot, quand même du taf. Et je suis contente d'en être venue à bout. J'espère que ça vous a plu de me suivre en ce mois de janvier. Je vous retrouve dans à peu près une semaine pour vous. Et je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.